Il était 8h42 lorsque Kendrick Robinson gara sa voiture sur le parking devant le tribunal municipal de Greenville, en Caroline du Sud. La chaude lumière du soleil matinal projetait de longues ombres sur l'asphalte, et Kendrick expira profondément. Il détestait être en retard. En tant que procureur fédéral, sa vie professionnelle tournait autour de la discipline et de la préparation. Mais aujourd'hui, la vie avait conspiré contre lui. Ce matin n'était pas censé être compliqué. La tâche à accomplir était banale, contester une erreur dans un ajustement de la taxe foncière sur la maison que sa grand-mère lui avait léguée. La ville avait inexplicablement augmenté les impôts, et Kendrick avait passé des semaines à recueillir des preuves qu'il s'agissait d'une erreur. La maison était plus qu'une simple propriété pour lui, c'était l'encre de son enfance, l'endroit où il avait appris le bien et le mal sous l'œil vigilant de sa grand-mère. Vêtu d'un costume bleu marine foncé avec une chemise blanche impeccable, Kendrick avait tout l'air de l'avocat expérimenté qu'il était, même si sa matinée avait été loin d'être sans heurts. Un appel téléphonique urgent concernant une affaire de traite d'êtres humains en cours l'avait retardé. L'équipe de la défense avait déposé une requête de dernière minute, et Kendrick ne pouvait l'ignorer. Il avait examiné la requête et fourni des commentaires à son équipe avant de se précipiter au tribunal, sachant qu'il était juste à temps. Alors qu'il approchait des marches du palais de justice, son téléphone vibra. Un rapide coup d'œil révéla un message de son assistant du bureau du procureur des États-Unis, le juge de Greenville a la réputation d'être sévère avec les retardataires. Sois prudent. Kendrick soupira, rangeant son téléphone dans sa mallette. Il n'était pas inquiet. Les faits étaient son arme, et il arrivait armé de preuves. Mais quelque chose dans le message persistait. Il chassa cette pensée en entrant dans l'intérieur frais du palais de justice. Le tribunal municipal n'était pas comme les tribunaux fédéraux où Kendrick passait la plupart de ses journées. Les murs étaient d'un beige terne, les sièges éraflés par des décennies d'utilisation. L'air sentait légèrement le café et le vieux papier. Malgré son apparence usée, l'endroit bourdonnait d'activité. Les gens allaient et venaient, serrant des piles de documents, les visages marqués par l'anxiété à cause d'amendes de stationnement, de litiges mineurs et d'autres petites créances. Kendrick vérifia sa montre, 8h50. 10 minutes à perdre. À peine assez de temps pour trouver la bonne salle d'audience. Il suivit les panneaux le long d'un couloir étroit, croisant des gens qui parlaient à voix basse. Salle 204. Juge Charles Whitman était gravé en laiton sur la porte. Kendrick ajusta sa cravate et entra. La salle d'audience se remplissait déjà de monde. Kendrick trouva une place près du fond et s'assit, ouvrant son dossier pour examiner ses preuves. Tandis qu'il parcourait ses notes, il remarqua l'entrée du juge. Le juge Charles Whitman, un homme grand avec une crinière argentée et des yeux bleus perçants, imposait le respect sans dire un mot. Sa réputation d'homme sérieux et sans fioriture était évidente dans la façon dont il balayait la salle du regard, son regard perçant ne manquant rien. Tout le monde se lève, annonça l'huissier. La salle se leva avec un léger brouhaha. Kendrick se joignit à eux, sa posture droite, tandis que le juge s'installait dans son fauteuil. Kendrick remarqua le silence assourdissant qui s'ensuivit. Le juge Whitman commença à appeler les affaires une par une avec une efficacité mécanique, son ton sec et détaché. Kendrick observa attentivement. Un homme d'âge moyen en costume, arrivé quelques minutes en retard, entra discrètement dans la salle, inaperçu. Quelques instants plus tard, une jeune femme en tenue décontractée se glissa et prit place. Ni l'un ni l'autre ne reçut le moindre regard du juge. Kendrick prit une note mentale mais se concentra sur sa propre affaire. Finalement, à 9h15, Kendrick entendit son nom appelé. Il prit son dossier et se dirigea vers le pupitre, projetant le calme malgré le léger retard. Tandis qu'il s'approchait, le juge Whitman leva les yeux, son expression se durcissant. Kendrick sentit le changement dans la salle, une tension silencieuse qui n'avait pas été présente pour les affaires précédentes. « Vous êtes en retard, monsieur Robinson », dit le juge sèchement, sa voix coupant elle. À travers la pièce, pensez-vous que le temps du tribunal est moins précieux que le vôtre? Kendrick leva légèrement la main, paumes ouvertes, en signe d'acquiescement. Votre honneur, je m'excuse du retard. J'étais occupé par des affaires fédérales urgentes. Le juge le coupa. Les excuses ne justifient pas le retard. Ce tribunal fonctionne selon l'ordre et le respect. Si vous ne pouvez pas vous y conformer, je vous suggère de réévaluer vos priorités. Kendrick sentit le poids de dizaines. Est-ce de regard sur lui? Il garda son calme, choisissant ses prochains mots avec soin. Votre honneur, je comprends l'importance de la ponctualité.
Si je puis me permettre, j'aimerais présenter mon dossier concernant l'ajustement de la taxe foncière. Le juge Whitman fit un geste de la main, dédaigneux. Nous y viendrons. D'abord, il y a la question du mépris de la Cour. Le retard sape l'intégrité de ces procédures. Vous êtes par la présente amendé de $750. Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme un marteau frappant une enclume. La mâchoire de Kendrick se contracta légèrement, mais il garda une expression neutre. Autour de lui, des murmures ondulèrent dans la salle. Votre honneur, commença Kendrick d'un ton calme et mesuré, puis-je expliquer? Le juge leva son marteau, le faisant taire. Vous ne le pouvez pas considérer ceci comme une leçon de respect envers la Cour. Kendrick recula, son esprit s'emballant. Il ne s'agissait pas seulement de retard, il s'agissait de quelque chose de plus profond, quelque chose que beaucoup dans la salle avaient probablement déjà vu. Il jeta un bref coup d'œil aux autres retardataires, dont aucun n'avait été réprimandé. La disparité était flagrante, et Kendrick n'allait pas laisser passer cela. Alors qu'il retournait à sa place, Kendrick ouvrit son dossier, mais cette fois, ce n'étaient pas les documents fiscaux de la propriété sur lesquels il se concentrait. Il commença à prendre des notes, sa plume glissant rapidement sur la page. Le juge, quant à lui, continua avec l'affaire suivante, sa voix inébranlable. Kendrick savait une chose avec certitude, ce n'était pas un matin ordinaire. Kendrick s'assit au dernier rang, son esprit, un tourbillon de calcul et d'observation. La salle d'audience suivait son rythme, mais Kendrick ne pouvait se défaire de la disparité flagrante dont il venait d'être témoin. Il repassa le moment où le juge Whitman avait imposé l'amende de $750, le contrastant avec l'indifférence manifestée envers d'autres qui étaient arrivés en retard. La jeune femme qui s'était glissée plus tôt était assise près du devant, faisant défiler son téléphone, épargnée par toute réprimande. Un homme en blazer gris, présentant maintenant son dossier, était manifestement entré après le début de l'audience, et pourtant l'ire du marteau n'avait été réservé qu'à Kendrick. Ce n'était pas un incident isolé, c'était un schéma que Kendrick pouvait reconnaître aussi clairement que les documents dans sa mallette. Il se tourna vers ses instincts juridiques, évaluant la situation avec précision. Une amende aussi élevée pour un retard au tribunal municipal était extrême, voire punitive. Il nota les expressions de ceux qui l'entouraient, un mélange d'incrédulité, de malaise et de curiosité. Kendrick sentait que d'autres dans la salle pensaient la même chose, mais personne n'osait parler. Affaire suivante, annonça le juge Whitman. Le nom de Kendrick résonna à nouveau dans la salle. Il se leva, son pas calme et délibéré tandis qu'il retournait au pupitre. Le juge le fixa du même regard perçant, comme s'il le défiait de fléchir. Votre honneur, commença Kendrick, j'ai ici des documents concernant l'ajustement erroné de la taxe foncière. La propriété est dans ma famille depuis des décennies, et ces ajustements ne correspondent pas aux valeurs estimées par la ville. Il posa le dossier sur le pupitre, l'ouvrant pour révéler des documents et des photographies soigneusement organisées. Il désigna une page spécifique, ceci montre l'évaluation fiscale originale qui est restée constante pendant 5 ans. Le nouvel ajustement, cependant, reflète une augmentation de 30% sans notification ou explication appropriée. Le juge Whitman se pencha en arrière dans sa chaise, affichant un air de désintérêt. Je l'examinerai en temps voulu, monsieur Robinson. Cependant, votre retard ce matin est une question que nous ne pouvons ignorer. Croyez-vous vraiment que l'urgence de vos responsabilités fédérales l'IT justifie un manque de respect envers ce tribunal? Le sang-froid de Kendrick resta intact. Votre honneur, je ne veux manquer de respect à personne. Mon retard était dû à une affaire fédérale impliquant le trafic d'êtres humains, une question qui, je crois, requiert l'attention immédiate de tous. Les yeux du juge se plissèrent légèrement, mais son ton ne vacilla pas, vos priorités, aussi nobles soient-elles, n'excusent pas l'infraction aux règles. Les procédures judiciaires existent pour une raison. Ce n'étaient pas les mots eux-mêmes qui frappèrent Kendrick, mais le ton implicite de rejet, le message sous-entendu que son explication n'était pas suffisante. Ses réalisations professionnelles, son caractère, même son effort pour respecter le système, rien de tout cela n'avait d'importance dans cette salle. Kendrick prit une lente inspiration, laissant le moment s'installer. Votre honneur, je comprends l'importance des règles, cependant je dois demander, ces règles sont elles appliquées de manière égale à tout le monde dans cette salle d'audience? Une onde de malaise traversa la pièce. Le juge se raidit, la couleur de son visage s'intensifiant. Remettez-vous en question l'intégrité de ce tribunal, monsieur Robinson? Je demande des éclaircissements, répondit Kendrick,
son ton égal. Il est important de s'assurer que l'équité est respectée, non seulement pour moi-même, mais pour tous ceux qui sont ici. Le marteau du juge s'abattit sèchement. Je ne tolérerai pas d'accusation contre ce tribunal. Votre amende est maintenue. Kendrick inclina légèrement la tête, son expression indéchiffrable. Merci, votre honneur. Il regagna sa place, sentant le poids des regards de la salle sur lui. Il pouvait sentir l'admiration silencieuse de certains et l'appréhension d'autres. Ce n'était pas la première fois que Kendrick rencontrait des préjugés dissimulés sous l'autorité, mais quelque chose dans ce moment était différent. L'énergie dans la pièce était palpable, comme si tout le monde attendait de voir ce qu'il ferait ensuite. Kendrick sortit discrètement son téléphone, tapant des notes. Il n'en avait pas fini, loin de là. Il prit une décision silencieuse, sur le champ, cette situation ne s'arrêterait pas là. La salle d'audience continua sa routine, mais la présence de Kendrick avait déjà modifié l'atmosphère. D'autres le remarquèrent aussi, un homme noir plus âgé, assis 2 rangs devant, se tourna légèrement, offrant à Kendrick un bref regard entendu. La greffière, ses doigts volants sur le clavier, hésita occasionnellement, son malaise visible. Lorsque la session se termina, Kendrick s'attarda un instant tandis que les gens sortaient. Il observa la manière dont il portait le poids tacite de ce qui s'était passé. Une jeune étudiante en droit, assise dans un coin, griffonnait furieusement dans son carnet, son expression mêlant admiration et détermination. Kendrick quitta la salle d'audience, sa mallette à la main, ses pensées formant déjà un plan. Il ne s'agissait plus d'un ajustement de l'impôt foncier, ni même de l'amende. Il s'agissait de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Alors que Kendrick sortait de la salle d'audience, l'air vif de l'extérieur n'offrait aucun soulagement à la tension qui lui collait encore à la peau. Le palais de justice bourdonnait des mouvements banals des procédures quotidiennes, mais dans l'esprit de Kendrick, une décision se solidifiait. Il marqua une pause un instant sur les marches du palais de justice, fixant son téléphone, son pouce planant au-dessus du contact de son assistant, le procureur fédéral adjoint, de retour au bureau. Non, marmonna-t-il pour lui-même, pas encore. Il s'écarta pour revoir ses notes. Les interactions qu'il avait observées et vécues dans la salle d'audience du juge Whitman dressaient un tableau clair, la disparité n'était pas fortuite, elle était structurelle. L'instinct juridique de Kendrick lui disait qu'il tenait désormais les prémices d'une affaire bien plus vaste, une affaire qui allait au-delà des impôts fonciers ou même de son traitement personnel. De retour dans sa voiture, Kendrick ouvrit sa mallette, en sortant son insigne et ses accréditations. L'emblème du procureur fédéral, gravé en or, reflétait la lumière du soleil filtrant à travers son pare-brise. Il décida que ce serait le premier mouvement. Lorsqu'il rentra dans la salle d'audience, la plupart des affaires du matin étaient terminées. La pièce était plus silencieuse, bien que quelques attardés. Les autres continuaient de feuilleter des documents ou attendaient leur tour. Le juge Whitman feuilletait des documents, son attitude calme mais visiblement fatiguée. Kendrick s'approcha avec assurance du banc des juges, son insigne et sa pièce d'identité à la main. Alors qu'il approchait du pupitre, la greffière leva les yeux, ses doigts s'arrêtant en pleine frappe. Le juge Whitman leva les yeux, son irritation revenant presque instantanément. « Monsieur Robinson, l'audience est terminée. Si vous avez d'autres affaires à traiter, il faudra prendre rendez-vous, » dit le juge sèchement. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, » commença Kendrick, sa voix empreinte d'une calme autorité, « je crois qu'il est important que je me présente formellement. » Il leva légèrement son insigne, s'assurant qu'il était bien visible de tous dans la pièce. « Je suis Kendrick Robinson, procureur fédéral adjoint pour le district nord de la Caroline du Sud. Je travaille au ministère de la Justice depuis plus d'une décennie, me concentrant sur des affaires de traite d'êtres humains, de corruption et de violation des droits civiques. » Le juge se figea, ses mains s'immobilisant au-dessus des papiers qu'il manipulait. La couleur quitta son visage tandis que les mots de Kendrick résonnaient dans la pièce. Les autres spectateurs observaient attentivement, leurs expressions mêlant curiosité et anticipation. « J'étais en retard ce matin en raison d'une affaire fédérale urgente nécessitant mon attention immédiate, » poursuivit Kendrick, son ton ferme mais respectueux, et bien que je comprenne l'importance des procédures judiciaires, je n'ai pu m'empêcher de remarquer la disparité dans la façon dont les affaires ont été traitées ici aujourd'hui. Les lèvres du juge se pincèrent en une fine ligne. Monsieur Robinson, si vous estimez qu'il y a eu un problème de procédure, vous êtes libre de déposer une plainte formelle. J'ai déjà commencé à documenter les événements de ce matin, répondit Kendrick, brandissant son carnet, pas seulement mon propre traitement,
mais aussi les différentes réactions envers d'autres retardataires, particulièrement selon des critères raciaux. En tant qu'officier de justice, je suis tenu de signaler tout schéma de partialité ou de discrimination que je rencontre. Le juge Whitman se pencha en arrière dans sa chaise, visiblement mal à l'aise. Accusez-vous ce tribunal de faute professionnelle, monsieur Robinson? Je déclare ce que j'ai observé, votre honneur, dit Kendrick calmement. En tant que procureur fédéral, j'ai consacré ma carrière à garantir que la justice soit appliquée équitablement, quelle que soit la personne qui se présente devant le tribunal. Ce dont j'ai été témoin aujourd'hui soulève de sérieuses préoccupations. Le silence dans la pièce était assourdissant. La greffière jeta un regard nerveux entre Kendrick et le juge, ses mains hésitant au-dessus du clavier. La jeune étudiante en droit, assise au fond, prenait frénétiquement des notes, les yeux écarquillés de fascination. Le juge s'éclaircit la gorge, tentant de reprendre le contrôle. Ce tribunal prend de telles questions au sérieux. Si vous croyez qu'il y a eu une erreur de jugement, je suggère de la traiter par les voies appropriées. Kendrick posa son insigne et sa pièce d'identité sur le pupitre. C'est mon intention, votre honneur. Mais je crois aussi que ce moment offre une occasion de réflexion sur la manière dont nous nous assurons que les principes d'équité et d'égalité sont respectés dans chaque salle d'audience. Le juge Whitman se déplaça inconfortablement sur son siège, ses mains serrant les accoudoirs de sa chaise. Il avait présidé cette salle d'audience pendant des décennies, son autorité rarement remise en question de manière aussi directe. Pour la première fois, il sembla que sa confiance vacillait. « Vous pouvez y aller, monsieur Robinson, » dit le juge, sa voix plus basse maintenant. Kendrick ramassa ses papiers et se tourna pour partir, non sans offrir une dernière déclaration. « Merci, votre honneur. Je veillerai à ce que cela soit traité comme il se doit. » Alors que Kendrick sortait de la salle d'audience pour la deuxième fois ce matin-là, il sentit le regard de chaque spectateur restant sur son dos. Le poids du moment ne lui échappait pas. Il ne s'agissait pas seulement de se défendre, mais de contester un système qui trop souvent ne parvenait pas à voir ses propres défauts. Dehors, Kendrick sortit son téléphone et commença. En rédigeant un courriel détaillé à son bureau, il y consigna chaque observation, chaque interaction et chaque cas de disparité dont il avait été témoin. Au moment d'appuyer sur « Envoyer », il savait que ce n'était que le début. Le courriel que Kendrick avait envoyé cet après-midi-là se propagea plus vite qu'il ne l'avait prévu. Dès le lendemain matin, son téléphone vibra d'un appel du bureau du procureur des États-Unis. Sa supérieure, Julia Harper, une avocate pragmatique et expérimentée, forte de décennies d'expérience, lui parla avec un mélange d'urgence et d'intrigue. « Kendrick, j'ai lu votre rapport, dit-elle. Si ce que vous décrivez est exact, ce n'est pas une situation isolée, cela pourrait indiquer un biais systémique. » Je le crois, répondit Kendrick. Ce qui s'est passé hier n'était pas subtil, cela fait partie d'un schéma que j'ai déjà observé, et je suis certain de ne pas être le seul à l'avoir vécu. Julia expira brusquement. Je contacterai la commission de révision judiciaire. Cela doit être traité avec délicatesse, mais en profondeur. En attendant, rassemblez autant de documents que possible. Si cela devient public, nous devons être prêts. L'appel se termina, mais le travail de Kendrick ne faisait que commencer. Il passa des heures à reconstituer chaque détail de la session du tribunal municipal. Il éplucha les dossiers publics, notant les incohérences dans les amendes et peines prononcées par le juge Whitman. Des schémas commencèrent à apparaître, les amendes pour des infractions mineures étaient significativement plus élevées pour les accusés noirs, tandis que les accusés blancs recevaient souvent des avertissements ou des peines réduites. Kendrick contacta des collègues et des membres de la communauté, y compris des avocats qui avaient comparu devant le juge Whitman. Les réponses furent accablantes. Les récits de traitement égaux affluèrent, certains furent chuchotés en toute confidence, d'autres furent offerts avec une audace défiante. Une jeune femme noire raconta avoir été lourdement amendée pour une infraction de stationnement, tandis qu'un homme blanc avec de multiples infractions ne reçut qu'une petite amende. Un autre décrivit comment le juge interrompait souvent les accusés noirs, leur permettant rarement d'expliquer pleinement leur cas. En quelques jours, la commission de révision judiciaire initia une enquête formelle. Les enquêteurs se rendirent au palais de justice, réclamant des années de dossiers et interrogeant le personnel. La greffière, Madame Thompson, se révéla être un personnage clé. Nerveusement, elle remit un petit carnet qu'elle avait gardé caché dans le tiroir de son bureau pendant des années. « Ce sont des notes que je prenais, confessa-t-elle. Chaque fois que quelque chose ne me semblait pas juste, je l'écrivais.
J'avais trop peur de dire quoi que ce soit, mais je ne peux plus l'ignorer. Les notes brossaient un tableau accablant, des dates, des noms et des cas de traitement inégal y étaient méticuleusement consignés. Les enquêteurs s'entretinrent également avec James Wilson, le huissier de longue date du tribunal. Il partagea ses observations avec une conviction tranquille. « Je suis ici depuis 15 ans, dit Wilson. J'ai vu comment le juge traite les gens différemment selon qui ils sont. J'ai toujours su que ce n'était pas juste, mais je ne pensais pas pouvoir faire quoi que ce soit. » Pendant ce temps, l'histoire commença à se répandre dans la communauté locale. Un jeune étudiant en droit qui avait été témoin de l'échange dans la salle d'audience publia un compte-rendu détaillé sur les réseaux sociaux. En quelques heures, cela prit de l'ampleur, suscitant l'indignation et un flot de témoignages similaires. Les titres suivirent peu après: partialité au tribunal de Greenville, un procureur fédéral conteste la conduite d'un juge. Les médias s'emparèrent de l'histoire, et Kendrick se retrouva au centre d'une tempête grandissante. Les appels des journalistes affluaient sans relâche, mais il choisit de rester concentré sur l'enquête. La pression croissante commença à peser sur le juge Whitman. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il avait été convoqué à plusieurs réunions à huis clos avec des comités de surveillance judiciaire. Bien qu'il ait publiquement nié tout acte répréhensible, il commença à prendre conscience en privé de la gravité de la situation. À la fin de la première semaine, Kendrick reçut un appel de Julia. « Les conclusions jusqu'à présent sont stupéfiantes, dit-elle. Les chiffres ne mentent pas, Kent. Les prévenus noirs dans sa salle d'audience ont été condamnés à des amendes 3 fois plus souvent que les prévenus blancs pour les mêmes infractions. C'est systémique. Quelle est la prochaine étape ? Demanda Kendrick. Nous allons porter cette affaire devant le Conseil judiciaire de l'État, et Kendrick, les médias ne vont pas laisser tomber ça. Sois prêt. Kendrick hocha la tête, même si une vague d'épuisement le submergeait. C'était plus important qu'il ne l'avait imaginé, mais il n'avait aucune intention de reculer. L'histoire de la confrontation de Kendrick avec le juge Whitman s'était répandue bien au-delà de Greenville à la fin de la 2e semaine. Les médias nationaux se sont emparés de l'affaire. Des titres comme « Biais systémique révélé » et « Un procureur fédéral prend position » ont dominé le cycle de l'actualité. Des hashtags sur les réseaux sociaux tels que #justice égale maintenant et #biais dans les tribunaux ont été en tête des tendances pendant des jours, des milliers de personnes partageant leurs propres expériences de discrimination en salle d'audience. Kendrick est resté concentré, travaillant avec la commission de révision judiciaire pour consolider les preuves. Les conclusions étaient dévastatrices. Au cours des 5 dernières années, le juge Whitman avait infligé des amendes aux prévenus noirs en moyenne 300% plus élevées qu'aux prévenus blancs pour des infractions similaires. Les retards des prévenus blancs passaient souvent inaperçus, tandis que les prévenus noirs faisaient face à des réprimandes ou à de lourdes amendes. Même les demandes de clémence, telles que les plans de paiement, étaient refusées de manière disproportionnée aux prévenus issus de minorités. Les preuves n'étaient pas seulement statistiques, elles étaient profondément humaines. D'anciens prévenus se sont manifestés, certains publiquement, d'autres anonymement, pour partager leurs histoires. Une mère noire a raconté avoir été condamnée à une amende de $500 pour avoir contesté un problème mineur de zonage, malgré des preuves claires que la ville était en tort. Un jeune homme a décrit comment le juge l'avait humilié en cours, questionnant son éthique de travail, pour ensuite classer une affaire similaire d'un prévenu blanc quelques minutes plus tard. Des groupes d'activistes locaux se sont joints à la mêlée, organisant des rassemblements et réclamant des comptes devant le palais de justice de Greenville. Les manifestants tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « La justice doit être aveugle » et « Mettez fin aux biais maintenant ». Kendrick a évité le spectacle public autant que possible, mais il ne pouvait ignorer l'importance de ce qui se déroulait. À l'intérieur du palais de justice, la pression montait. Les membres du personnel qui avaient travaillé sous le juge Whitman pendant des années ont commencé à partager leurs propres observations. Madame Thompson, la greffière, est devenue une figure clé de l'enquête. Ses notes détaillées, combinées au dossier judiciaire, ont brossé un tableau complet d'un biais s'étendant sur des décennies. « Je n'ai jamais pensé que quelqu'un écouterait », dit-elle lors d'un entretien avec les enquêteurs. Mais maintenant que tout est révélé, je ne peux plus me taire. Même James Wilson, l'huissier, a pris la parole publiquement dans une déclaration à la commission. Il a dit « J'ai vu ce genre de traitement pendant des années. C'est mal, et il est grand temps que quelque chose soit fait. » Le juge Whitman, quant à lui, s'est retrouvé de plus en plus isolé. Alors qu'il avait initialement rejeté les accusations comme de mauvaises interprétations, les preuves croissantes l'ont contraint à la gestion de crise.
Dans une rare déclaration publique, il a exprimé ses regrets pour toute action involontaire qui aurait pu causer du tort. Ces mots sonnaient creux face aux preuves accablantes du contraire. Kendrick, bien qu'inondé d'attention, est resté ancré. Il a poursuivi son travail de procureur fédéral, sachant que ses responsabilités s'étendaient au-delà de cette affaire. En même temps, il ne pouvait ignorer les messages affluents dans son bureau, des courriels, des appels téléphoniques et des lettres venaient de tout le pays, certains offrant leur soutien, d'autres partageant des histoires similaires de billets dans d'autres tribunaux. Une lettre particulièrement émouvante est venue d'un avocat à la retraite en Alabama. Pendant des années, j'ai vu les mêmes injustices que vous décrivez, mais je n'ai jamais rien dit. Merci d'avoir eu le courage de faire ce que tant d'entre nous n'ont pas pu faire. Le mouvement s'est étendu au-delà de Greenville. D'autres juges en Caroline du Sud ont fait l'objet d'un examen minutieux, alors que des activistes et des reports. Alors que des enquêteurs commençaient à éplucher les registres des tribunaux, le comité de surveillance judiciaire de l'État a annoncé un examen approfondi des tribunaux municipaux, s'engageant à éradiquer les biais systémiques d'ici la fin du mois. La commission de révision judiciaire a achevé son rapport préliminaire. Les conclusions étaient accablantes et les implications, claires, les actions du juge Whitman faisaient partie d'un problème plus vaste et profondément enraciné. Le rapport appelait à des réformes immédiates, y compris une formation obligatoire sur les biais pour les juges, des audits réguliers des décisions de justice et la création de comités de surveillance indépendants. La pression est devenue trop forte pour le juge Whitman. Confronté à la perspective d'une audience publique et d'une éventuelle action disciplinaire, il a annoncé sa démission. Dans une brève déclaration, il a dit « Je crois qu'il est dans le meilleur intérêt de ce tribunal et de cette communauté que je me retire ». L'annonce a été accueillie par des réactions mitigées, certains y ont vu un aveu de culpabilité, tandis que d'autres l'ont considéré comme une étape nécessaire vers la guérison. Pour Kendrick, ce fut un moment de justification, mais pas de célébration. La démission n'était qu'un début, le véritable travail restait à faire. Alors que les réformes commençaient à prendre forme, Kendrick s'est retrouvé dans un nouveau rôle. Il a été invité à prendre la parole dans des facultés de droit, des forums communautaires et des conférences juridiques, pour parler de son expérience et de l'importance de remettre en question les biais systémiques. Son histoire a inspiré de jeunes avocats, en particulier ceux issus de milieux sous-représentés, à se considérer comme des agents de changement. Lors d'un tel événement, un jeune étudiant en droit noir a abordé Kendrick après son discours « Vous m'avez montré que le droit ne concerne pas seulement les règles, mais les personnes. Vous m'avez donné une raison de me battre pour la justice. » Kendrick a souri, touché par ces mots, le combat ne fait que commencer, mais si nous faisons tous notre part, nous pouvons améliorer le système. 3 mois après le matin qui avait tout déclenché, le palais de justice de Greenville avait un aspect nettement différent. Les murs beige usés avaient été repeints et un nouveau comptoir d'accueil saluait les visiteurs à leur entrée. Des panneaux multilingues orientaient les gens vers des ressources dont il ignorait l'existence auparavant, plans de paiement, aides juridiques et guides de procédure. Une petite mais significative plaque avait été installée près de l'entrée, l'égalité de justice et le droit de tous. À l'intérieur du palais de justice, les changements étaient encore plus prononcés. Le juge Whitman ne présidait plus, ayant discrètement quitté ses fonctions suite à sa démission. À sa place, un juge plus jeune, réputé pour son équité et son impartialité, avait pris le relais. Plus important encore, des réformes systémiques étaient déjà en cours. Tout le personnel du tribunal devait désormais suivre une formation sur les biais, dirigée par des experts qui abordaient les manières subtiles dont la discrimination pouvait s'infiltrer dans la prise de décision. Kendrick se tenait au fond de la salle d'audience nouvellement rénovée, ses yeux balayant la pièce. Il avait été invité à parler à un groupe de juges et d'avocats locaux des changements qui avaient été mis en œuvre. En attendant son tour, il ressentait un mélange de fierté et d'optimisme prudent. Le changement avait commencé, mais il savait qu'un long chemin restait à parcourir. Les réformes s'étendaient bien au-delà de Greenville. Inspirés par les actions de Kendrick, d'autres communautés en Caroline du Sud et, à terme, dans tout le pays ont commencé à réévaluer leur propre système judiciaire. Les conseils de révision judiciaire de l'État ont mis en place des audits obligatoires des résultats des affaires, en accordant une attention particulière aux disparités raciales et socio-économiques. Des comités de surveillance, composés d'experts juridiques, de défenseurs communautaires et d'anciens accusés, ont été créés pour surveiller les procédures judiciaires et garantir la responsabilité. Dans le bureau de Kendrick, l'élan était palpable. Son amende de ce matin fatidique était maintenant encadrée et accrochée à son mur, non pas comme un trophée, mais comme un rappel de la raison pour laquelle il avait pris position.
En dessous se trouvait une photo d'un événement récent, un groupe de jeunes étudiants en droit qui avaient créé une clinique des droits civiques en son honneur, leur sourire rayonnait. Hope et Kendrick ne purent s'empêcher de ressentir un profond sentiment de responsabilité envers la prochaine génération de juristes au sein de la communauté. Les répercussions furent tout aussi importantes. James Wilson, l'huissier de justice vétéran qui avait servi sous la juge Whitman, dirigeait désormais des sessions de formation sur la partialité pour les agents du tribunal. Lors d'une de ces sessions, il s'adressa à une salle remplie de nouvelles recrues. « Notre travail n'est pas seulement de maintenir l'ordre, dit-il, c'est de s'assurer que toute personne qui entre dans cette salle soit traitée avec dignité. Si vous voyez quelque chose qui ne va pas, parlez. » Le silence et complicité. Madame Thompson, la greffière du tribunal dont les dossiers avaient été essentiels à l'enquête, avait été promue pour superviser un nouveau programme axé sur les pratiques judiciaires éthiques. Elle travaillait sans relâche, encadrant les jeunes greffiers et s'assurant que les erreurs du passé ne se répéteraient pas. L'influence de Kendrick s'étendait au-delà de la communauté juridique. Il commença à enseigner un séminaire dans une faculté de droit voisine, axé sur l'éthique et les droits civiques dans le système judiciaire. Ses étudiants, dont beaucoup étaient inspirés par son histoire, restaient souvent après les cours pour demander comment ils pouvaient faire une différence. Un après-midi, une étudiante l'approcha avec un carnet rempli d'idées de réforme. « Selon vous, quelle est la chose la plus importante que nous puissions faire pour rendre le système plus juste ?» demanda-t-elle. Kendrick réfléchit un instant avant de répondre « Écoutez-vous les uns les autres, écoutez les personnes qui passent par nos tribunaux, et écoutez ceux qui sont trop effrayés pour parler. C'est en écoutant que le véritable changement commence. » Les changements ne furent pas sans résistance. Certains juges et avocats s'irritaient des nouvelles mesures de surveillance, affirmant qu'elles minaquaient leur autorité. Mais la preuve était indéniable, en l'espace d'un an, les données montraient une diminution significative des disparités raciales dans les amendes et les peines au tribunal municipal de Greenville. Les plans de paiement étaient approuvés plus souvent, et les accusés déclaraient se sentir traités avec plus de respect. Pour Kendrick, les moments les plus gratifiants venaient des personnes qui l'approchaient pour partager leurs histoires. Un vieil homme noir qui avait été dans la salle d'audience ce matin-là, des mois auparavant, revint au palais de justice pour le remercier. « Je viens ici depuis 40 ans, dit l'homme, la voix chargée d'émotion. J'ai vu tant d'injustices, mais je n'aurais jamais cru voir le jour où quelqu'un dirait enfin « ça suffit ». Merci de nous avoir donné de l'espoir. Un matin, Kendrick reçut une lettre dans son bureau. Elle venait d'une jeune avocate commise d'office à Chicago qui avait lu son histoire et avait été inspirée à lancer sa propre enquête sur les préjugés dans ses tribunaux locaux. La lettre se terminait par une ligne simple mais puissante, « Votre position m'a rappelé pourquoi je suis devenu avocate en premier lieu. » Kendrick lut la lettre 2 fois avant de la ranger dans un dossier étiqueté « Impact ». Il se pencha en arrière dans sa chaise, laissant le poids du moment s'installer. Ce n'était pas à propos de lui, ça ne l'avait jamais été. Il s'agissait des innombrables voix qui avaient été réduites au silence ou ignorées pendant trop longtemps, des voix qui étaient enfin entendues. Des mois plus tard, Kendrick retourna au palais de justice où tout avait commencé. Il n'était pas là pour une affaire ou une enquête. Il avait été invité à prendre la parole lors de l'inauguration d'un nouveau centre d'éthique judiciaire, nommé en partie en reconnaissance de ses efforts. Alors qu'il s'avançait vers le pupitre, il regarda la foule. Juges, avocats, greffiers et membres de la communauté remplissaient la salle, leurs visages mêlant anticipation et gratitude. « La justice ne se résume pas aux lois », commença Kendrick. C'est la façon dont nous traitons les personnes qui entrent dans nos salles d'audience. C'est une question d'équité, de dignité et de respect, et c'est s'assurer que chaque personne, quelle qu'elle soit, sache qu'elle compte. Les applaudissements furent retentissants, mais l'attention de Kendrick était portée sur les visages dans la foule. Il y vit de l'espoir, de la détermination et les prémices d'un véritable changement. Et il savait que, même si le travail était loin d'être terminé, c'était un pas dans la bonne direction.